Notre association offre depuis 9 ans aux malades et à leurs familles un lieu ressource, animé par des professionnels. Et nous avons développé des actions spécifiques en réponse aux besoins qui se faisaient jour dans un local dédié, sans obligation d'adhésion pour les malades, leurs proches. Ça peut être des conjoints, ça peut être des amis, il y a des gens esseulés qui ont des voisins qui deviennent aidants, ça peut être des parents quand les enfants sont malades, ou ça peut être les enfants quand les parents et des parents jeunes sont malades, ou aussi quand il y a un papa ou une maman qui décède. Alors les proches aidants, effectivement, déjà, c'est de pouvoir digérer l'annonce et de pouvoir peut-être commencer la communication à partir de l'annonce avec le malade. C'est toujours terrible. C'est toujours d'abord la convocation de la mort, ici et maintenant. La mort entre dans la maison et il est très difficile ensuite de la remettre à l'horizon, comme pour nous tous. Nous sommes tous mortels sans le savoir, jusqu'au jour où la maladie entre dans la maison. Ensuite, c'est l'organisation autour du parcours médical qui demande beaucoup de temps, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de stress. Le sommeil est perturbé, les enfants sont perturbés. Donc s'organiser autour de cette nouveauté, de cette vie, alors j'ose pas dire vie nouvelle parce que vie nouvelle c'est plutôt positif, là c'est une vie bouleversée. La vie nouvelle c'est pour plus tard, quand les traitements sont finis, dans le meilleur des cas. Mais là c'est la vie qui est bouleversée et il faut donc réorganiser complètement la vie familiale, parfois la vie professionnelle, pour accompagner le malade à ses rendez-vous, etc. Et puis, psychologiquement, supporter cette idée de la mort qui est entrée dans la maison. Et du coup, la remettre à l'horizon, c'est un gros travail. Alors déjà, c'est de trouver leur place et leur position par rapport à la personne malade et au monde médical, ce qui est très compliqué parce qu'il y a souvent des protections croisées qui s'installent. C'est-à-dire que le malade va tout seul à sa consultation, il ne dit pas forcément, ou il ne comprend pas tout, et il ne dit pas forcément tout en rentrant ce que le médecin a délivré, ou ils n'ont pas tout compris. Et les proches eux-mêmes se renseignent, alors quelquefois sur Internet, quelquefois chez des voisins, etc. Et du coup, cette fausse protection de « je ne dis pas tout parce que j'ai peur de dire et je protège l'autre », c'est pour ça que nous, on essaye de restaurer le dialogue et qu'on a aussi des activités qui sont, comme la méditation par exemple, qui sont des activités qui sont proposées aux deux, à toute la famille, c'est-à-dire aux proches et aux malades, pour qu'ils puissent faire quelque chose ensemble et du coup peut-être se reparler. Nous avons également pris conscience, au fil des années, du manque de lieux dans le Val-de-Marne pour les personnes endeuillées. Et depuis l'an dernier, nous proposons des réunions, tous les 2 mois environ, pour les accompagner dans ce processus qui, bien souvent, dans notre société, est particulièrement bousculé, le processus de deuil. Mais nous pouvons, en exemple, proposer en particulier un soutien à domicile pour toute la famille, si la situation le demande bien sûr, afin d'aider à lutter contre l'épuisement et favoriser les liens familiaux et surtout le dialogue. Alors le domicile c'est déjà l'adresse postale, et moi je préfère l'expression le chez-soi du malade, mais ça ne s'emploie pas facilement. Mais la notion c'est ça, c'est d'entrer dans le chez-soi du malade. Et on y trouve évidemment le malade, et toute sa famille telle qu'ils vivent ensemble. Alors quelquefois avec la grand-mère, la femme de ménage, le chien, le poisson rouge et ça, et donc on s'adapte, mais c'est l'environnement du malade. Donc le dialogue peut s'installer plus facilement qu'à l'extérieur, et parfois il y a aussi des familles recomposées, donc avec des enfants ou des papas à l'extérieur qu'il faut qu'on voit aussi, et là on est plusieurs à pouvoir aller dans les 2 familles, enfin on s'arrange. On s'arrange pour qu'il y ait une communication meilleure autour de la maladie et moins de fatigue, surtout pour tous, parce que ça leur évite de se déplacer. C'est nous qui nous déplaçons. Et nous avons développé des actions spécifiques en réponse aux besoins qui se faisaient jour dans un local dédié, sans obligation d'adhésion pour les malades, leurs proches. Et vous pourrez les trouver, ces actions, in extenso sur notre site www.afcancer.fr.
Nous avons aussi un atelier de modelage d'argile pour les enfants de parents malades après l'école, en ville. Et cela permet aux enfants une libre expression non verbale dans un espace créatif. Oui, un espace non verbal parce que c'est le médiateur, c'est l'argile, hein, donc le patouillage en quelque sorte. Parce que les enfants qui sont angoissés ou anxieux ne savent pas forcément pourquoi ils sont angoissés ou anxieux, n'osent pas forcément, là aussi il y a une fausse protection qui s'installe, pas oser parler de leurs angoisses de mort à leurs parents, ou au contraire délivrer un message « maman tu vas mourir », voilà, comment c'est reçu, comment c'est verbalisé. Et du coup, l'argile, enfin un médiateur, une motricité des mains, fait parler autrement. C'est-à-dire l'angoisse peut être mise en acte. C'est-à-dire souvent l'argile est découpée et violentée et jetée. Et il y a des figures qui arrivent aussi dans l'argile. Et alors c'est repris, les figures qui arrivent sont reprises, elles, par la psy, qui anime l'atelier, bien entendu, qui ne laisse pas, par exemple, une figure de mort qui arriverait dans les mains de l'enfant, c'est arrivé, ne laisse pas cette figure de mort, l'enfant avec cette figure de mort dans les mains. Voilà. Donc c'est la psy qui reprend la parole à ce moment-là, mais l'enfant a pu mettre en acte et en image, finalement, son angoisse.